Père Van Nonbusch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de le voir, on a l'impression d'une cohabitation facile, aisée, inscrite quasiment dans les mœurs du pays. Vous qui connaissez bien la région, donc ce nord camerounais, est-ce que c'est vraiment le cas ? Moi, je pense que dans ma paroisse, on aurait pu voir des images un petit peu comme ça, hein. Alors après, ce sont des images. Il y a beaucoup de gestes et des façons de vivre quotidiennes qui sont très proches. Les gens vivent ensemble, hein, et ceci dit, après, il faut toujours être attentif quand même, hein. C'est-à-dire que, enfin, moi, je mesure à quel point, de temps en temps, c'est très précieux, cette cohabitation, mais c'est toujours un petit peu fragile quand même. On sent que cette cohabitation, elle est soutenue aussi par les chefs religieux, que ce soit côté musulman ou chrétien. Je crois que beaucoup en ont pris conscience, hein, avec ce qui se passe dans les pays voisins, la Centrafrique depuis peu de temps et le Nigeria malheureusement depuis maintenant pas mal d'années, que c'est un équilibre très précieux. Les gens se rendent compte à quel point, enfin moi je vois pour l'état du Borno au Nigeria, c'est la désolation, quoi, hein. C'est-à-dire personne n'est gagnant, hein, quand il y a une guerre civile, quand tout le monde se démolit. Et donc, tout le monde apprécie de façon un petit peu neuve la cohabitation qui existait. Alors pourquoi cette cohabitation pacifique, elle n'est pas possible dans la Centrafrique voisine, où là, ce sont des massacres, où les populations se déchirent, on parle même de génocide? Alors moi, je n'ai pas réponse à tout, mais ce que j'ai perçu quand même au départ, juste avant que la situation empire, c'était quand même cette démarche commune de l'imam, du pasteur et de l'archevêque de Bangui, qui atteste quand même que dans la société civile de Centrafrique, il y a aussi des gens qui perçoivent vraiment l'enjeu, qui sont prêts à risquer beaucoup d'eux-mêmes pour qu'il y ait de la paix. Donc, enfin, ça, c'est le signe quand même qu'il y a des gens qui ont perçu ça. Après, il y a des éléments extérieurs quand même qui sont venus intervenir, hein, dans la société centrafricaine, qui est peut-être un peu différente du Cameroun aussi, peut-être un peu plus instable. Voilà. Alors, vous étiez donc dans le nord du Cameroun, donc, qui est une zone qui est quand même particulièrement dangereuse, compte tenu de la présence de la secte Boko Haram, par laquelle vous avez été enlevé. Comment ça s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à vous, finalement? Est-ce que vous avez pu savoir? Alors je sais un petit peu, il y a des ethnies qui sont un peu mélangées dans le nord du Cameroun, qui sont de part et d'autre de la frontière, et eux jusqu'à présent ils intervenaient et leurs revendications sont exclusivement sur le Nigeria. C'est pour ça que le Cameroun était en paix, mais en même temps pour se protéger, ou une partie de leur famille ont fui au Cameroun, ils ont des intérêts un petit peu comme ça dans l'extrême nord qu'ils souhaitaient protéger. C'était un petit peu ce type de négociation qu'ils voulaient avoir avec le Cameroun. En même temps, ils rêvent un petit peu ce que pourrait être leur liberté de passage et autres au Cameroun. La frontière est très poreuse. Oui, oui, tout à fait. On passe d'un pays à l'autre sans s'en apercevoir. Alors, le nord du Cameroun, on dit qu'il peut assez facilement, justement, être contaminé par le Nigeria. Est-ce que vous avez eu ce sentiment en vivant sur place? Alors moi, j'ai la conviction que ce n'est pas le cas aujourd'hui, que très majoritairement, les habitants ne veulent pas ça, hein, chrétiens comme musulmans, comme les gens de religion traditionnelle. Mais quand même, j'ai une petite crainte, c'est qu'une petite minorité, elle peut avoir un pouvoir de nuisance assez terrible. Qu'est-ce qui pousse les jeunes, en fait, à rejoindre Boko Haram? Qu'est-ce qui les fascine? Parce que c'est une secte particulièrement violente. Alors, bon, moi, ceux que j'ai vus qui m'ont gardé, etc., je vois que leur région, au Nigeria, c'est la désolation complète. Il y a pas beaucoup d'espoir aujourd'hui, hein. Quel projet de vie ils peuvent avoir? Pas grand-chose. Alors, quand d'un côté, il y a ça comme situation, et de l'autre, des groupes qui leur promettent un peu de prestige, un peu de pouvoir, un peu de force, de quoi vivre très correctement, bah, ça peut être tentant, hein, pour des jeunes qui n'ont aucun projet d'avenir, dans un pays complètement ruiné, dans lequel leurs familles ont été un peu humiliées, vexées, parce que c'est malheureusement les lois de guerre civile. Alors, vous aviez décidé de rester sur place après l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier. C'était pas prendre des risques inconsidérés? Alors disons que le risque, on en a pris la mesure, et moi ce que j'avais dit à l'époque, c'était que on allait suivre la situation. C'était la première fois, c'est il y a moins d'un an. Il faut se rendre compte un peu du calendrier. Donc il y a moins d'un an, c'était la première fois que Boko Haram menait une opération sur le territoire camerounais.
Et donc, on pouvait légitimement penser que ça allait en plus les desservir, puisque le gouvernement camerounais allait resserrer l'étreinte un petit peu sur eux et les contrôles. Et donc on pouvait penser que c'était un coup qui n'allait pas avoir de suite s'ils ouvraient les yeux. Hein. Moi je leur ai dit ça d'ailleurs au tout début à mes ravisseurs, je leur ai dit de me libérer vite parce que ça allait les desservir. Bon, ils m'ont pas cru. Hein. Mais de fait, je crois que c'est vrai. Ils jouent un peu contre eux, mais tant pis, hein, enfin, c'est comme ça. Et donc il était permis de penser à ce moment-là que c'était un coup et n'allait pas recommencer. Et aujourd'hui, un possible retour en Afrique est envisageable pour vous ? Alors moi, j'allais dire, je connais pas l'Afrique. Enfin, c'est très grand. Il y a des tas d'ethnies, de pays, de langues, de cultures. Moi, c'était l'extrême nord du Cameroun, chez les Mafa. Hein, j'avais appris le Mafa. C'est ce peuple-là que j'aime. Hein. Et donc ça, je ne peux pas y retourner. Donc, comme je suis du diocèse de Nanterre, des Hauts-de-Seine, et je ne l'ai pas quitté parce que ça n'allait pas, parce que je n'aimais pas ce que je faisais, et ben pour l'instant, là, je reviens dans mon diocèse avec joie de revenir dans mon diocèse et avec tristesse d'avoir quitté le Cameroun et les Mafa. Merci beaucoup, Père Van den Bossche, pour votre témoignage. Merci.